Bonjour et bienvenue à la formation photo concernant l'objectif. Il y a une autre présentation sur l'objectif qui est une version un peu plus longue. Là, c'est pour aborder d'autres points sur l'objectif, en particulier la relation entre l'objectif et le format du capteur. Voyons tout d'abord les différents types d'appareils photo. Vous avez de la gauche vers la droite des appareils simples en allant vers des appareils un peu plus compliqués. Tout d'abord l'appareil compact qui est peu encombrant, qu'on peut mettre dans la poche, donc léger, de taille réduite, avec ou sans viseur, des fois avec un viseur de Galilée qui est approximatif, un écran de visualisation que malheureusement on ne voit pas toujours en plein soleil. Ils sont caractérisés par un petit capteur, c'est ce qui permet aussi d'avoir un appareil photo qui soit compact. Et en général, on a des zooms qui sont relativement courts, puisqu'en fait, si on avait un zoom avec un téléobjectif trop important, on risquerait de bouger compte tenu du poids léger de l'appareil photo. Également, compte tenu du diamètre de la lentille frontale, ce sont des objectifs qui sont peu lumineux. Ensuite, nous avons l'appareil hybride, qui est une solution, je dirais, intermédiaire entre le compact et le réflexe. Ce sont des boîtiers qui sont réduits, avec des objectifs un peu plus encombrants, avec une visée sur un écran qui est à l'intérieur de l'appareil photo, un écran de visualisation, un capteur un peu plus important, type APS-C. Les objectifs peuvent être interchangeables, et le zoom bien sûr en fonction de l'équipement, puisque c'est lié au zoom, et bien évidemment également au niveau de l'objectif, il est plus ou moins lumineux en fonction de l'équipement. Ensuite, nous avons le bridge, qui est un appareil photo intermédiaire, là aussi, qui est un peu plus encombrant, avec une visée sur un écran qui est à l'intérieur de l'appareil photo. En général, maintenant, ce sont des viseurs qui sont des viseurs électroniques. Vous avez toujours l'écran de visualisation à l'arrière, un capteur d'1 pouce, qui font donc 13,2 par 8,8, donc un peu plus petit que pour l'appareil hybride. L'objectif est fixe, et comme il est fixe en général, eh bien, on a un zoom qui est relativement puissant, qui est donc de 30 fois, entre la focale courte et la focale longue, c'est le rapport entre les deux. Et l'objectif est lumineux, bien sûr, en fonction du modèle, en fonction de votre portefeuille également. Ensuite, complètement à droite, nous avons l'appareil réflexe, un poids qui est plus élevé. La visée réflexe nous permet d'avoir un cadrage beaucoup plus précis. On trouve également un écran de visualisation à l'arrière, et le capteur est de format APS ou 24-36, qu'on appelle le full frame, le 24-36. L'objectif est interchangeable, ce qui fait que la puissance du zoom, comme la luminosité de l'objectif, est liée bien évidemment à l'équipement que vous allez acquérir et en fonction bien évidemment de votre portefeuille. Qu'est-ce que la focale? Nous l'avons déjà vu, mais toujours utile de le rappeler. Lorsque l'on prend une loupe, on a peut-être que vous l'avez fait lorsque vous étiez jeune, et tenté d'enflammer un morceau de papier avec un verre de montre, avec une loupe. Et pour cela, on essaie de concentrer les rayons de la lumière qui sont à l'infini vers un point lumineux le plus petit possible pour qu'il soit le plus chaud possible, ce qui permettait d'enflammer donc la feuille de papier. Et bien sans savoir, la distance qui sépare la loupe à ce moment-là du point lumineux qui est parfaitement focalisé, c'est ce qu'on appelle la distance focale ou la focale de la loupe. Donc la distance focale d'une lentille est la distance qui sépare la lentille du plan de projection quand la mise au point est faite à l'infini. Et ça s'exprime en millimètres. Voyons ce qu'est une focale normale, une focale grand angle, une focale téléobjectif. La focale normale, c'est celle qui correspond approximativement à la diagonale du format de la pellicule ou du capteur. C'est celle aussi qui, dit-on, restituerait à peu près
la perspective que nous avons au niveau de l'œil. Donc, je répète, la focale normale est celle qui correspond à la diagonale du format de la pellicule ou du capteur utilisé. Si nous prenons le format 24-36 complètement à gauche, la diagonale est de 43 mm et par convention, on a dit que la focale normale était de 50. Si je prends la PSH, qui était en fait un intermédiaire chez Canon, à l'époque où on ne savait pas fabriquer des capteurs de grande taille, a sorti la PSH, la diagonale était 34, la focale normale de 35. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la PSC, donc 23,6 mm par 15,7, la diagonale est de 28 mm, donc la focale normale serait de 28. En fait, là aussi, on a l'habitude d'utiliser plutôt également du 35 mm. Voilà. Donc, ainsi de suite. Vous voyez bien qu'au fur et à mesure que la taille du capteur diminue, eh bien, la focale normale diminue. Si je prends le petit capteur qui est complètement à droite en bas de l'image, qui fait 5,7 mm par 4,30, on va dire, en arrondissant, la diagonale est de 7 mm, la focale normale est de 7 mm. Évidemment, ceci a une conséquence. Maintenant que nous avons défini la focale normale, voyons ce qu'est un grand angle. En fait, un grand angle possède une focale qui est inférieure à celle de la focale normale. Et un téléobjectif donc, possède une focale qui est supérieure à la focale normale. Donc, la notion de grand angle et de téléobjectif se réfère par rapport à la focale normale. Il faut d'abord connaître la focale normale pour définir ce qu'est un grand angle et un téléobjectif. Et donc tout ça va dépendre de la taille du capteur. Si je prends le capteur 24-36, qui est le capteur full frame, la focale normale, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est 50 mm. Donc, tout objectif dont la focale est inférieure à ce 50 mm, en fait, rentre dans la catégorie des grands angles. Inversement, tout objectif dont la focale est supérieure à 50 mm, donc supérieure à la focale normale d'un capteur 24-36, est donc un téléobjectif. 75, 105, 200, 300 et même beaucoup plus dans le cadre par exemple de la chasse photo. Si je prends un capteur dont la taille donc est la PSH, la focale normale c'est 35 mm. Donc ce qui est une focale normale pour la PSH, 35 mm, en fait est un grand angle pour le 24-36. Ce qui est la focale normale en 24-36 est en fait, prenons 50 mm par exemple, eh bien la focale normale pour 24-36 en fait est un téléobjectif pour la PSH, etc. Vous voyez par exemple pour le capteur de 1 sur 1,7 pouces, sa focale normale c'est 10 mm, 10 mm, c'est un très grand angle pour le 24-36 et c'est un grand angle pour la PSH. Donc vous voyez que c'est très important dans le choix par exemple d'un appareil photo de savoir à quoi on se réfère. Imaginons que vous hésitiez entre deux modèles d'appareils photo. Si vous ne cherchez pas quelle est la taille du capteur, parce qu'en général, ce n'est pas la chose à laquelle on s'intéresse en premier, malheureusement. Je dis tiens, cet appareil il est sympa, il a une couleur qui me plaît, etc. Il est plus petit, il est plus grand, je peux le mettre dans ma poche, patati patata. Eh bien, et puis si vous cherchez, par exemple, un téléobjectif qui soit puissant, ou au contraire, vous souhaitez un grand angle pour pouvoir embrasser un champ plus important, si vous voulez comparer ce que vous propose les objectifs ou le zoom de tel appareil par rapport à tel autre, eh bien, il faut se référer à la taille du capteur et à la focale normale. Alors d'ailleurs, c'est pour cela que
comme on cherche des éléments de comparaison, vous verrez souvent, c'est marqué équivalent 24-36. Pour effectivement être capable de pouvoir comparer deux appareils photo, dont le capteur peut éventuellement être différent. Il ne suffit pas simplement de se repérer à la puissance du zoom. Si vous ne connaissez pas le capteur de l'appareil photo ou des deux appareils photo que vous voulez comparer, eh bien vous ne serez pas capable de prendre une bonne décision. Voilà. Donc il faut toujours se rapporter au 24-36 équivalent. C'est-à-dire que le 10 mm, par exemple pour le capteur qui est complètement à droite, en fait c'est le 10 mm, c'est par rapport au 24-36, comme c'est la focale normale, eh bien on dit équivalent 24-36 50 mm. Comme ça vous êtes capable de comparer deux modèles d'appareils photo différents. Voilà, j'étais un petit peu long, mais je pense que c'était important d'approfondir. Donc voyons l'objectif, là voyons le grand angle, donc on a vu le grand angle a une focale qui est inférieure à la focale normale. Le grand angle va permettre donc d'embrasser un champ plus large. Il va exagérer la perspective, c'est ce qu'on voit sur la photo qui est à droite. Provoque facilement des distorsions, des fuyantes. Possède une plus grande profondeur de champ du fait de sa focale. Son champ d'application, quand vous avez une absence de recul, l'apparaison d'un photo de droite, quand j'ai fait cette photo, j'avais le dos au mur. J'aurais été incapable de faire cette photo avec une autre focale plus longue, même ne serait-ce que la focale normale. Donc ça permet aussi des fois d'éviter un premier plan indésirable. Donc vous avez un panneau par exemple de la circulation alors que vous allez photographier un bâtiment. Eh bien vous déplacez, vous faites en sorte de vous placer devant le panneau qui vous embête. Et là bien évidemment vous êtes obligé de prendre un grand angle pour pouvoir embrasser un champ plus important et prendre le bâtiment dans sa globalité. Donc ça permet aussi d'embrasser toute une scène. Des photos de paysage, il a aussi, histoire d'embrasser donc un champ important au niveau du paysage. Photos d'architecture, justement quand on a un manque de recul. Des photos de mode, bah oui, ça permet, quand on les fait, les photos à la verticale, de faire perdre quelques kilos donc à son mannequin. Voyons maintenant le téléobjectif. Donc sa focale est supérieure à la focale normale. Le téléobjectif rapproche les lointains. Il écrase par contre les perspectives, c'est le contraire du grand angle, les exagéré. Il est sensible au bouger. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, comme vous avez, c'est un peu comme quand vous avez des jumelles, vous avez remarqué que le moindre mouvement que vous allez faire, hop, vous allez perdre quelquefois ce que vous étiez en train d'observer. Donc, on a une règle bête, mais qu'on applique, c'est qu'en fait, on va utiliser la focale comme indication de la vitesse d'obturation. Donc si j'ai un 200 mm, eh bien je vais me dire que la vitesse d'obturation la plus lente que je puisse utiliser, ça va être le 200e. Si je prends un 400 mm, eh bien je vais photographier au 400e. Inversement, au grand angle, le téléobjectif possède une faible profondeur de champ. Champ d'application, il permet d'isoler un détail, comme dans le cas présent de la photo qui est à droite. Va éliminer également un arrière-plan confus. Pourquoi? Puisqu'on a dit que le téléobjectif avait une faible profondeur de champ. Donc, de ce fait, il va me permettre d'éviter, d'éliminer donc un arrière-plan indésirable. On l'utilise en portrait, on l'utilise également en mode. Moi, j'ai vu dans Paris, une fois j'étais étonné en me promenant, il y avait des gens qui écartaient les passants. Et en fait, le photographe était monté sur un escabeau et photographiait donc un mannequin qui était allez, on va dire à une bonne vingtaine, une bonne trentaine de mètres. Et bien, du fait de la faible profondeur de champ donc du téléobjectif,
il pouvait donc de ce fait complètement éliminer l'arrière-plan et mettre en valeur donc son modèle. Des photos de paysage pour aller chercher des détails au loin. Photos d'architecture pour des détails, donc on en parlait tout à l'heure, c'est la première ligne, il permet d'isoler donc certains détails. On peut photographier les gargouilles d'une cathédrale par exemple, etc. Photos de sport et la chasse photo, bien évidemment, avec des focales de téléobjectif très longues. Voyons maintenant le zoom. Donc voyons maintenant le zoom. Le zoom en fait est un objectif dont la focale est variable et qui couvre une plage de focales. Il est pratique parce qu'il évite de changer d'objectif selon vos besoins et puis il permet également d'alléger votre sac photo. Moi je me souviens d'une époque où j'avais 2 boîtiers et 6 ou 7 objectifs à transporter. Ça faisait un gros sac photo et dont le poids était conséquent. Il remplace une gamme d'objectifs à focale fixe. Et le zoom possède bien sûr les caractéristiques des focales qu'il couvre, ce qu'on a vu précédemment. Si c'est un zoom grand angle, il a les caractéristiques d'un objectif grand angle. S'il couvre des focales de téléobjectif, il a les caractéristiques d'un téléobjectif. On parle de zoom x fois. X exprime en fait le rapport entre la focale la plus longue et la focale la plus courte. Prenons un exemple. J'ai un zoom 25-100, et donc en fait je divise 100 par 25, ça fait 4 fois. Je vais donc dire que j'ai un zoom 4 fois. Voyons les différents zooms qui existent. Tout d'abord le zoom grand angle, par exemple d'un 17-35, donc c'est plus court que la focale normale, donc on a affaire à un zoom grand angle. Ensuite nous avons le zoom standard. En fait, c'est un zoom dont la plage de focale encadre la focale normale. C'est un équipement de base qui est souvent proposé lors de l'achat d'un appareil photo. Voyons maintenant le zoom téléobjectif, par exemple un 70-200, il couvre des focales qui sont supérieures à la focale normale. Son champ d'application, c'est celui des focales qu'il couvre, tout simplement. Il permet des effets de filet, voir la photo qui est donc à droite. Et surtout, ne confondez pas un zoom optique avec un zoom numérique. Ce qu'on vient de voir, c'est un zoom optique. Le champ embrassé par le zoom, en fait, le changement de champ, en fait, est dû simplement au zoom optique lorsqu'on balaye de la focale la plus courte à la focale la plus longue. Le zoom numérique, en fait, consiste à agrandir l'image qui est dans votre appareil, mais en perdant de la qualité. Moi, je ne conseille pas le zoom numérique puisqu'il y a une perte de qualité. Et en plus, si vous faites du post-traitement, vous allez pouvoir recadrer de façon beaucoup plus précise et correspondant plus à ce que vous voulez faire, donc avec un logiciel de post-traitement. Réflexion. Les appareils les plus compacts ont les capteurs les plus petits, ce qu'on a vu déjà. Donc, les focales les plus courtes, puisque la focale normale est plus courte, donc automatiquement, ce qui en découle, les grands angles et les téléobjectifs ont des focales plus courtes que dans un appareil, un réflexe par exemple, par rapport au 24-36. Il offre donc, par quoi de conséquence, une profondeur de champ qui est plus étendue, et donc qui est plus difficile à gérer. Si on prend les appareils full frame en comparatif, donc 24-36, ce sont des capteurs plus grands, donc des focales qui sont plus longues, et donc on va avoir une meilleure maîtrise de la profondeur de champ. Alors je ne vous dis pas d'investir forcément dans du 24-36, mais faites attention dans le choix d'un appareil photo, puisque en fonction de votre choix, vous allez pouvoir mieux ou moins bien gérer la profondeur de champ par exemple. Voyons quelques objectifs spéciaux
c'est plus pour la culture, parce qu'on n'a pas, sauf si vous décidez de vous spécialiser dans un domaine, en général, on n'a pas trop besoin. Tout d'abord, vous avez le fisheye, qui est un super grand angle, qui permet de couvrir un champ de 180 degrés, voire plus, et qui va vous fournir une image circulaire. Voilà. Objectif à bascule qui modifie en fait le plan de mise au point. Le plan de mise au point, quand votre appareil a le dos vertical, en fait, le plan de mise au point, il est aussi vertical. Le fait d'incliner l'objectif permet de modifier ce plan de mise au point et d'obtenir un petit peu ce qu'on obtiendrait avec la profondeur de champ, mais tout en laissant le diaphragme grand ouvert. Et donc ça permet d'avoir la netteté, non plus verticalement, mais de l'amener le plus possible horizontalement. L'objectif à décentrement. Pourquoi est-ce que, quand je regarde la photo de gauche, pour prendre cette église, j'ai dû faire une contre-plongée. Et c'est cette contre-plongée qui entraîne que les lignes se joignent donc au sommet de l'église. Voilà. Et si je le fais au grand angle, c'est encore plus évident que si on le fait avec un téléobjectif. Et pourquoi ces lignes convergent comme ça? C'est parce qu'en fait, le dos de mon appareil, donc là où est le capteur, je l'ai penché vers le haut, et c'est ce qui a fait que donc les lignes convergent. Pour que les lignes ne convergent pas, il faut que le dos de mon appareil photo reste parfaitement d'aplomb verticalement. Mais à ce moment-là, évidemment, je n'ai pas le haut de l'église. Et le fait d'utiliser un objectif à décentrement va permettre en fait de ramener la totalité de mon image, du sujet que je photographie, donc sur mon capteur, mais sans créer de déformation, sans créer de lignes convergentes. Ensuite, on a les objectifs macro. On parle plutôt de proxy photo lorsque le rapport entre ce que je photographie et son image sur mon capteur est inférieur à la grandeur nature. La grandeur nature, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le sujet sur mon capteur est à la même taille que le sujet lui-même. Là, vous vous rendez compte, par exemple, que dans la photo de gauche, donc en fait, ce bouton qui est complètement envahi de pucerons est plus important dans la réalité que sa taille sur le capteur de mon appareil photo. Donc je ne suis pas en macro, je suis en proxy photo. Ensuite, vous avez la macro. La macro, ça veut dire que le rapport entre le sujet et son image dans mon appareil photo est égal à 1 ou supérieur à la grandeur nature. Donc en général, ça se fait sur pied, etc. quand on fait ça. Et puis on peut aussi approcher quelque part la photo faite sur un microscope. Mais sachez qu'on parle de macro et souvent plutôt que de proxy photo. Alors on peut aussi utiliser des bonnettes lorsque l'objectif que vous utilisez soit n'est pas interchangeable, c'est le cas d'un bridge par exemple, soit l'objectif que vous avez n'est pas un objectif macro, et plutôt que d'acheter une optique macro qui peut être un petit peu onéreuse, eh bien vous pouvez acheter quelques bonnettes que vous allez visser à la place des filtres à l'avant de votre objectif, qui va vous permettre de vous rapprocher du sujet et d'obtenir donc des rapports de grossissement et de faire de la proxy photo. C'est le cas de ces deux images que j'ai faites avec mon appareil Bridge en utilisant une des bonnettes qui sont photographiées ici à droite. Voyons ce qu'est l'ouverture maximale. Souvenez-vous, la valeur du diaphragme, en fait, c'est le rapport entre son ouverture géométrique, qui est mesurable, avec un double décimètre, par exemple, et la distance focale. Donc, prenons un exemple. J'ai une focale de 50 mm, qui est la focale normale
pour le 24-36, et je mesure que la lentille frontale, elle fait 25 mm. Donc, quel est le diaphragme lorsqu'il est grand ouvert sur ce type d'objectif? Eh bien, c'est 25 divisé par 50, ça fait 1,5. Donc, ça correspond au diaphragme 2. Donc, le diaphragme, l'ouverture maximale de cet objectif en question, eh bien, c'est un diaphragme de 2. Donc, l'ouverture maximale est une caractéristique de l'objectif. Elle en fera son prix. Elle est liée au diamètre de la lentille frontale et à la focale. Conditionne le coût de l'objectif à focale égale. Je peux garantir que entre un 50 mm qui ouvre à 2,8, un 50 mm qui ouvre à 2 et un 50 mm qui ouvre à 1,4, voire plus, puisque chez Leica, par exemple, il y a un 50 mm qui ouvre à 1. Ça veut dire que c'est un 50 mm dont la lentille frontale fait aussi 50 mm. Et également, l'ouverture maximale varie avec la focale du zoom. Voyons maintenant la distance minimale de mise au point, qui est aussi une caractéristique de l'objectif, liée à la fabrication de l'objectif. Sachez qu'elle varie également avec la focale dans le cadre d'un zoom. En général, en grand angle, on peut s'approcher plus près que dans la position téléobjectif, donc du zoom. Et c'est une caractéristique bien sûr essentielle d'une optique macro. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail qui s'affiche ici. Je tâcherai d'y répondre dans la mesure du possible. À bientôt.